C'est le dernier numéro de votre magazine Info 7 de l'année 2022. Madame, messieurs, bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. C'est vraiment un plaisir de savoir que vous êtes toujours très nombreux au rendez-vous de votre magazine d'actualité, le magazine qui fait la rétrospective de l'actualité de la semaine. Nous vous souhaitons déjà joyeux Noël pour ceux qui célèbrent la Noël et bon dimanche pour ceux qui ne célèbrent pas la Noël et surtout meilleurs vœux et continuez toujours à faire confiance à votre chaîne Congoël Télévision. L'actualité de la semaine, nous avons le plaisir de recevoir sur ces plateaux Fiyoundo Doboni qui est président de Orange. C'est pas pour la première fois qu'il est dans ce magazine pour décortiquer l'actualité de la semaine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Meilleurs vœux. Merci pareillement. Merci pour l'invitation. Ça a toujours été un grand honneur de répondre à l'invitation de Congoël. Info 7 aujourd'hui, dimanche 25 décembre 2022. Vous célébrez la Noël? Bien sûr, bien sûr. Je suis chrétien, né de nouveau. J'ai Jésus-Christ dans ma vie. C'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur. Et comme tel, le jour de sa venue sur la terre, je la célèbre. Je célèbre ces jours-là, je le célèbre. Et c'est une occasion pour moi également de renouveler soit mon engagement, de voir de quelle manière je me suis conduit, quelle est la place de Jésus dans ma vie. Comment est-ce que je devrais lui laisser la totalité de ma vie pour qu'il me conduise et me préparant à ce grand rendez-vous, la rencontre avec lui. Mais certaines personnes ne croient pas à la date du 25 décembre. Ce n'est pas une question de date, c'est une question de fait. Il est reconnu qu'un jour, le Fils de Dieu est né sur cette terre. Il est venu avec une mission bien précise, sauver l'humanité. Et ce fait-là existe. Les historiens le confirment. La Bible le dit. Mais quant à la date, c'est une question d'évangélisation mondiale parce que selon l'histoire, cette date était une date de célébration de Dieu Soleil à l'époque, selon l'histoire. C'est là que certaines personnes ne sont pas d'accord. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le vrai problème. Je considère ça comme un succès de l'évangélisation. C'est comme un bar qui fonctionnait et que ce bar est transformé en une église. Donc vous comprenez que c'est une évangélisation, un succès de l'évangélisation, et ce bar qui autrefois recevait de personnes pour se saouler, se droguer et faire autre chose, si ce bar commence à recevoir de personnes pour qu'ils soient convertis, je pense que c'est ça l'aspect le plus positif. Donc Noël, c'est plus ou moins la même chose. Cette fête qui célébrait un Dieu qui n'avait pas... Le roi soleil. Oui, qui célébrait, mais l'Église a réussi à transformer par l'évangélisation ces concepts qui ne glorifient pas le Seigneur, mais qui va dans le sens de glorifier Dieu. Donc, ce débat-là, c'est un débat qui est déjà dépassé, qui n'a pas sa place aujourd'hui. La chose la plus importante, c'est que Christ est né, c'est lui le Seigneur, c'est lui le Maître et c'est lui le Messie. Et quiconque donne sa vie à Jésus-Christ a la vie éternelle et sauvé. Merci beaucoup, madame, messieurs. Nous célébrons avec vous dans ce magazine ici la date du 25 pour ceux qui célèbrent cette date, le 25 décembre. La date Noël. Noël, ouais, c'est Noël. Naissance de Jésus-Christ, comme le disent certaines personnes. L'actualité de la semaine, Fiyoundo Doboni, vous êtes également architecte. 161 personnes enterrées la semaine. Ces personnes ont perdu la vie lors de la dernière pluie, la pluie diluvienne qui a arrosé Kinshasa la nuit du lundi à mardi. Est-ce qu'il y a moyen d'éviter ces genres de choses? Évidemment, il y a possibilité d'éviter, mais il y a d'autres réalités également qui sont des catastrophes naturelles. Ça peut arriver, là on ne peut rien faire. Quand l'environnement réagit, on ne sait rien faire. Mais il y a un minimum de dispositions que l'on doit prendre pour éviter que ces pires des choses arrivent. Parce qu'à ce qui nous concerne, je pense que ça pouvait être évité. Et comment? Parce que quand il y a de pluie, la grande difficulté que nous avons aujourd'hui au pays, c'est que nous n'avons pas une capacité d'absorption rapide pour évacuer les eaux. Parce que la quantité d'eau qui tombe sur la terre devra recevoir un dispositif d'évacuation assez rapide. Nous avons la grâce d'avoir le fleuve, d'avoir le rivière, d'avoir toutes ces choses. La conception de Kinshasa a été faite de manière à ce que, par des collecteurs principaux qui existaient déjà, c'est les eaux soient évacuées dans les différentes rivières et jusqu'au niveau du fleuve. Et ça, c'est d'une part. Et d'autre part, il y a des zones également qui existaient, qui n'étaient pas destinées à construire. Ces zones-là, autrefois, il n'y avait pas d'érosion parce que la nature
conserver les éboulements d'une manière naturelle par la pelouse, par les herbes, par ceci. Et quand vous venez pour construire, ce qui fait que vous fragilisez le fonctionnement normal de la nature et ce qui fait qu'il y a des érosions. Mais est-ce que les autorités étaient conscients ou connaissaient bien là que ce sont des zones qu'on ne pouvait pas construire? C'est là maintenant la responsabilité parce que, en principe, il doit avoir l'organisation de la ville. On sait que sur cette zone, on ne peut pas occuper, l'autre, on peut le faire. Donc, ce qui fait que pour que quelqu'un occupe une zone, il doit avoir une autorisation quelque part. Alors, si l'autorité a autorisé les lotissements ou l'installation de la population dans cette zone, c'est là la responsabilité de l'autorité. Et voilà pourquoi il est important. C'est dans ce sens, justement, en ma qualité de président de l'Ordre des architectes, j'ai rencontré le secrétaire général de l'urbanisme et habitat pour qu'on discute autour de cette question et voir des solutions durables qui puissent faire à ce que nous ne soyons pas toujours dans la défensive. Il faut qu'on fasse la prévention, il faut qu'on prenne des dispositions. Il y a un collègue il était en train de faire un projet vers Kingabwa et sur poids lourd, il y a une situation, quand il pleut, il y a toujours des inondations. Alors, il était obligé de vérifier pourquoi y a-t-il des inondations. Si vous êtes le long du fleuve, vous allez voir beaucoup des bouches, des sorties d'eau, c'est-à-dire des canalisations qui viennent de la ville où l'eau s'est déversée au niveau du fleuve. Vous allez le voir étalé le long du fleuve. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Si vous regardez la quantité de sorties d'eau sur ces canalisations, vous allez vous rendre compte qu'il n'y en a pas assez. Donc, en amont, c'est déjà bouché. Vous comprenez? En amont, c'est déjà bouché. Il y a un problème. Donc, il faut prendre des dispositions pour déboucher déjà ce qui existe. Mais les problèmes, c'est quoi? Les problèmes, il y a des personnes qui ont construit sur cette canalisation. C'est le cas de monsieur, les confrères avec qui j'ai échangé, vers Kingabwa. Un immeuble a été construit et les canalisations ont été bloquées. Mais ceux qui construisent là, alors, ce sont des architectes aussi qui prennent part dans les constructions. Bon, vous comprenez, c'est ça justement à ce niveau. Donc vous êtes aussi responsable. Il y a une responsabilité partagée quelque part. Parce qu'en tant qu'architecte, et voilà pourquoi l'ordre existe pour réglementer toutes ces choses et les personnes qui sont dans des pratiques. C'est-à-dire que l'ordre ne fait pas correctement son travail s'il y a des situations pareilles, parce que l'autorisation de bâtir, avant d'être octroyée, on doit vérifier toutes ces choses. On doit vérifier. Mais quand on donne une autorisation de bâtir, cela suppose qu'il n'y a pas d'éléments négatifs qui puissent impacter négativement, excusez-moi la tautologie, l'environnement de la population et de la communauté. Donc, je pense qu'il y a un grand travail à faire, une grande réforme à faire. Et voilà pourquoi je salue, en échange avec le ministre de l'Urbanisme également, il projette justement cette question de la grande réforme à faire au niveau de l'urbanisme. Ah, il projette alors que les dangers persistent parce que... Et il faut absolument le faire rapidement. Il faut absolument le faire. Parce que les conditions dans lesquelles nous vivons là, ce n'est pas intéressant. On risque d'aller de catastrophe en catastrophe. C'est pas une perdre 169 d'ailleurs, plus de 160 personnes. C'est énorme. Et j'en profite pour présenter mes condoléances à toutes les familles éprouvées. Et vraiment, toutes mes condoléances et que Dieu seul vous soutienne, surtout en cette période de fin d'année, ça ne devrait pas être facile. Paix à l'âme des illustres disparus qui ont trouvé donc la mort lors de cette pluie diluvienne qui a arrosé la capitale de la République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, prenons à présent le premier dossier de notre rendez-vous de la semaine, la 9e conférence des gouverneurs des provinces de la RDC. Après 13 ans d'attente, la province de l'Équateur a enfin accueilli la conférence de gouverneurs. Ces cadres institutionnels permettent d'harmoniser les politiques entre les provinces et les gouvernements centraux. En présence du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le président de la République a ouvert les travaux de la 9e session qui porte sur le programme de développement de 145 territoires. Il a de ces faits insisté sur son engagement à faire réussir ses projets. D'autre part, cette conférence a également porté sur la relance des économies des provinces. C'est dans ce cadre que lors de son discours sur l'esplanade de la maison communale de Wangata, en plein centre-ville de Mbandaka, Félix Tshisekedi a promis de résoudre le problème d'électricité et d'eau dans cette ville. Cette conférence a permis aussi aux gouverneurs d'exposer aux chefs de l'État les problèmes auxquels ils font face dans leurs provinces respectives et de présenter les perspectives 2023 dans un contexte préélectoral. Pour finir, le président Tshisekedi a appelé la population à aller se faire enrôler massivement lors du lancement samedi 24 décembre de cette opération par la CENI. Au nom du gouvernement de la République et à mon nom propre, je voudrais avant tout adresser mes vifs
remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir autorisé la tenue de cette 9e session de la conférence de gouverneurs et saluer le choix porté pour sa tenue dans la province de l'Équateur, précisément dans la ville historique de Mbandaka, surnommée Ekangandi, entité touristique bordant le majestueux fleuve Congo, symbole de l'unité nationale. C'est l'occasion pour moi de saluer une fois de plus le gouverneur de la province de l'Équateur qui nous accueille tous ici, ainsi que toutes les autorités, tant de l'Assemblée provinciale que de toutes les administrations. La conférence des gouverneurs constitue ainsi le cadre propice au diagnostic de la gouvernance de la chose publique dont nous avons tous la charge à divers échelons. Elle permet également d'envisager des réponses adéquates aux problématiques de gestion de nos provinces. Le thème de cette 9e session, à savoir le programme de développement local des 145 territoires, PDL 145T en sigle, renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces, reflète la volonté et la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de booster le développement à la base à travers nos territoires. Ce thème s'inscrit, comme l'a rappelé son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans la continuité de celui de la 8e session de la conférence des gouverneurs des provinces, intitulée « La stabilité dans la gouvernance des provinces, gage de la réussite du programme de développement local des 145 territoires ». La synergie de syndicats des enseignants de la RDC s'insurge contre l'arrêté pris par le ministre de l'EPST mettant les enseignants en retraite et déplore cependant l'inaction du Conseil d'État saisi sur ces dossiers depuis le 3 octobre dernier. La synergie des syndicats des enseignants de la RDC a saisi la Haute Cour le 3 octobre 2022 pour une requête en référé suspension et une requête en annulation de l'acte administratif pris par le ministre de l'EPST mettant les enseignants en retraite en violation de la Constitution de la République, de la loi 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents des carrières des services publics de l'État, de la loi 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État et du Code de travail. Afin de remédier à cette situation, la synergie des syndicats des enseignants a à ce sujet formulé quelques recommandations. La synergie des syndicats des enseignants de la RDC invite 1. Madame la première présidente de la Cour d'ordonner la suspension de l'arrêté mis en cause en vertu de l'article 282 de la loi organique, qu'il plaise à Madame la première présidente de la Haute Cour à dire le droit et rendre justice aux enseignants lésés. La synergie invite le ministre de la fonction publique de définir un plan de retraite pour tous les agents publics de l'État, pour une mise à la retraite progressive suivant les ressources disponibles du gouvernement de la République. La synergie des enseignants a en outre demandé aux gestionnaires d'écoles de laisser les enseignants prester dans leurs écoles respectives jusqu'au règlement de ce conflit au risque de s'exposer aux poursuites judiciaires. En suivant l'évolution, parce que jusqu'à présent nous sommes en train de suivre l'évolution sur l'ensemble du pays et nous suivons aussi le mouvement sur l'océan Indien pour voir s'il y a une situation synoptique qui peut affecter les continents. Effectivement, en regardant les images satellitaires, il y a les affectations au niveau de l'océan Indien sur les continents d'Afrique. Et effectivement, sur la partie sud de la RDC, nous avons les Katanga et les Dekasai qui seront affectés et jusqu'à arriver même à Kinshasa parce que
les données météorologiques sont en train de signaler jusqu'à présent qu'il y a les mouvements convectifs disponibles au niveau de la ville de Kinshasa. Donc il y a encore quelques pluies que nous devons enregistrer sur la ville jusqu'au mois de décembre. Mais vers le mi-janvier, on peut connaître une baisse des pluies. Mais pendant cette période, jusqu'à décembre, à fin décembre, on a encore des précipitations qui peuvent encore tomber sur la ville de Kinshasa. Et les quantités d'eau de pluie peuvent varier de 10 à 25 mm, ou ça peut dépasser aussi 25 mm selon les conditions qu'il va trouver sur le plan local. Donc nous demandons au public de prendre toujours leurs précautions. Là où ils sont dans les zones inondables, de pouvoir dégager, parce qu'il y a encore quelques pluies qui sont encore annoncées dans les prochains jours. La Mételsat annonce déjà des fortes pluies dans la ville-province de Kinshasa. Fiodo Doboni, qu'est-ce que la RDC ou les autorités de Kinshasa doivent faire pour éviter les pires, parce que les terrains déjà marécagés ou les lieux où on a plus ces inondations sont déjà quand même connus? Bon, vous savez, on ne peut pas tout résoudre en une journée. Première chose, c'est que l'OVD ainsi que tous ceux qui sont censés curer les différents caniveaux, avoir les différentes ouvertures, le fassent. Le minimum d'abord, c'est ça, pour que chacun dans son environnement, là où il voit que c'est bouché, ils doivent déboucher de manière à ce que l'eau puisse passer. Quand l'eau ne trouve pas d'issue, il se crée l'issue elle-même. Elle se crée l'issue. Et cette issue, quand elle se crée, elle n'a pas de protocole, elle n'a pas de... Enfin, il n'y a pas de procédure pour dire que laissez-moi passer. Elle s'est choisie et si elle doit démolir, elle démolit. Si elle doit renverser, on a vu la dernière pluie, même l'immeuble ou les bâtiments de l'OVD étaient également inondés. Mais justement, tout ça... Les palais du peuple non plus n'est pas épargné, plusieurs structures de l'État ne sont pas épargnées. C'est tout ça. Il faut vraiment une étude minutieuse là-dessus. Parce que je me souviens quand on faisait le 5 chantier, j'ai vu les nouvelles canalisations qu'on faisait sur le boulevard. J'ai vu d'autres boucher les anciennes bouches d'absorption que le Belge avait faites. Donc ça, c'est déjà un problème. Il faut qu'on arrive... Je sais qu'à l'époque, je m'étais plaint. C'était en 2007, je crois, 2007 ou 2008. On a essayé de parler, on a dit ce qu'on pouvait dire, mais je crois que le problème a commencé. Non, les problèmes ont commencé déjà à ce niveau. Parce que les différentes bouches d'absorption qu'on voyait sur le boulevard, on ne le voit plus, ça n'existe plus. Donc, il y a un sérieux problème. Je pense qu'il faut retrouver ces plans initiaux d'assainissement de la ville de Kinshasa et voir de quelle manière récupérer ce que l'on peut récupérer dans les sens d'évacuation des eaux. Et s'il y a de nouvelles dispositions à prendre, il faut le faire pour réduire au maximum possible. Et prendre des dispositions pour les prochains lotissements qui sont en train de se faire. Parce qu'aujourd'hui, là, si vous allez dans la partie... après l'aéroport, cette partie qui pouvait être lotie dans les conditions plus ou moins acceptables parce qu'il y a disponibilité de terre et d'espace, c'est le même désordre qui se prolonge. Donc il faut sous le regard des autorités. Justement, il faut vraiment des dispositions appropriées. Voilà pourquoi nous, en notre qualité d'organe qui régule les architectes, nous sommes allés pour les propositions concrètes de manière à ce que les changements s'effacent. Déjà, si avec cette nouvelle cité, comme les gens sont en train de le dire au-delà de l'aéroport, cette nouvelle cité, les normes humanistiques ne sont pas respectées. Aujourd'hui, on nous parle de ce projet, le programme 145 territoires à travers la RDC. Est-ce que nous pouvons faire confiance à des infrastructures qui répondent aux normes exigées? La solution, bon, c'est vrai, on peut bien construire une nouvelle ville, c'est une bonne chose. Mais les problèmes, il y a une nouvelle ville que l'on devra construire, c'est vrai, mais il y a une ville qui existe déjà, dont les dispositions devraient être prises. SOSAC a fait un plan stratégique de développement de la ville de Kinshasa, qui devrait ne fût-ce que commencer à s'appliquer. C'est-à-dire, à partir de ces schémas généraux, on sait ne fût-ce que par la zonification des choses, permettre de diriger telle ou telle autre chose à tel ou tel autre endroit. Ne fût-ce que ça, les accès, les ouvertures de routes, tout ça, il faut ne fût-ce que commencer par ça. Parce que construire une ville, c'est une bonne chose. Mais une ville qui s'est construite sans un accompagnement des différents équipements collectifs urbains,
et des différents, tout le principe qui se doit pour que cette ville se développe comme il se doit, en fait, on va créer une entité qui ne vivra pas. Donc, il faut vraiment des dispositions appropriées. Voilà pourquoi je salue personnellement le programme des 145 territoires. Pourquoi? Parce que le développement va se faire au niveau local. Le ville se crée au niveau local. Les infrastructures, les équipements collectifs urbains, tout ce qu'il faut pour que ces gens-là, parce qu'aujourd'hui, nous avons un sérieux problème d'exode rural. Est-ce que vous êtes d'abord impliqué dans le processus? Les architectes, d'une manière individuelle, sont impliqués. Nous avons été reçus. L'ordre a été reçu par FFF, un des organes qui, CFF, ouais, à qui le gouvernement a confié la mission d'organiser un peu ces programmes. L'ordre a échangé avec BSECO. C'est avec PNUD qu'on n'a pas eu ces échanges. Donc, à ce niveau, nous avons fait certaines discussions. On a fait nos propositions d'une manière concrète et ça a été quand même écouté. Les architectes sont impliqués dans le projet pour faire les études, les surveys et tout ça. Ils sont impliqués. Mais nous avons eu des discussions à ce niveau-là. Mais il faudra que les discussions aillent beaucoup plus loin dans la conception de la cellule qui manage justement les projets. Nous devons être là de manière à ce que nous puissions donner, parce que par rapport à la loi, l'ordre, il est le conseiller du gouvernement en toutes les questions qui concernent les infrastructures. Est-ce que vous l'êtes réellement? Et on devrait jouer ce rôle, mais on ne le joue pas encore. Il faut qu'on le joue, comme il se doit. Aujourd'hui, il y a quand même des inquiétudes en ce qui concerne la mise en œuvre de ce projet 145 territoires. Vous l'aviez souligné que le développement devrait commencer à la base parce qu'on a plusieurs provinces qui sont provinces, mais aujourd'hui qui sont vraiment enclavées. Les gens s'inquiètent en ce qui concerne la réalisation de ce projet. On parle d'un projet qui n'est pas du tout réaliste. Non, les projets réalistes. Vous savez, un projet réaliste, c'est un projet qui a été conçu d'une manière smart. Donc, il faudra que les choses soient claires, mesurables, dans les temps, tout ça. Ces inquiétudes, c'est par rapport à d'autres projets. On a le projet de Chile-Gelou, on a le projet là, 100 jours. Oui, il y a plusieurs projets. Voilà. Il y a plusieurs projets. Et ça mais le projet 145 territoires, c'est vrai, il y a des difficultés parce qu'il y a le problème d'hommes. Le chef de l'État, au congrès de l'année dernière, il a dit beaucoup de projets ne tiennent pas pour question de pilotage et de coordination. C'est un problème réel sur le management justement de projets. Mais je pense que les dispositions appropriées ont été prises et que le projet a été confié aux organes qui sont réputés d'être de bons gestionnaires des projets. Il y a BSECO, il y a PNUD, il y a CFF. Donc ces différents organes sont en train de piloter où les dispositions financières ont été, les moyens financiers ont été mis à leur disposition et que c'est à ces organes-là maintenant, à ces organes qu'il revient de faire des consultations qu'il faut. Au niveau des études, ça a déjà été fait, beaucoup d'études ont été faites parce que j'ai vu personnellement certains architectes, ingénieurs et autres qui sont descendus sur le terrain faire le prélèvement, les études appropriées, ils ont amené les données pour dresser ce qu'on appelle le bordereau quantitatif des différents projets. Et on est à l'étape d'appel d'offres pour que les entreprises soumissionnent et aient des contrats. 2023, ça devra probablement être une année d'exécution conformément au contrat signé et les bureaux d'études seront disponibles maintenant aussi pour faire les contrôles et suivis de ce que les entreprises font. Et la réussite de ces projets, tout le monde devra, que tu sois du pouvoir ou de l'opposition, les développements des territoires, c'est la clé du développement de tout le monde. C'est l'intérêt de tout le monde. Parce que je ne vois pas comment quelqu'un qui a sa vie dans un territoire donné va rêver venir s'installer à Kinshasa. Il viendra à Kinshasa peut-être pour raison d'études, pour raison d'affaires, ou parce qu'il a son développement dans sa vie. Il n'a pas besoin d'envier Kinshasa, d'envier Lubumbashi, d'envier Matadi ou une autre ville. Il a sa vie dans son territoire. Il se développe dans son territoire. Et si nous arrivons à ça, ça va impacter positivement sur notre IDH et sur tous les paramètres. Il y a beaucoup de choses, surtout en ce qui concerne les produits de première nécessité qui pourrissent dans les provinces parce qu'on a un problème d'infrastructure. On espère que le projet 145 territoires... Justement, le projet 145 territoires prend en compte tous ces aspects. Il y a la dimension infrastructure des réhabilitations comme des constructions. Il y a la dimension de la production agricole, tout ça. Il y a la dimension d'énergie. Il y a la dimension des routes et des dessertes agricoles. Il y a la dimension... il y a toutes ces dimensions. Tous ces secteurs sont renfermés dans le territoire.
Ce qui fait que les logements, les projets de logement et dans les territoires, les projets d'adduction d'eau ou d'énergie en termes de courant, tout ça, et dans les territoires, la réhabilitation des hôpitaux ou construction, les marchés, les équipements collectifs urbains, tout ça, dans les territoires. Donc, il faut que nous tous nous travaillons pour que ces projets soient un succès parce que c'est vraiment la clé du développement de notre pays. Madame, Messieurs, à présent, prenons le deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. On se retrouve juste après. Il est désormais nommé à la tête du collège politique et processus électoral à la présidence de la République. Il s'agit bien évidemment de Jacquemain Chabani. Ce cadre du parti au pouvoir a été promu lors de dernières nominations effectuées à la présidence de la République. La lecture de ces ordonnances présidentielles a été faite à la radio-télévision nationale. Jacquemain Chabani, cet avocat chevronné, s'est vu l'honneur d'hisser à ce poste, grâce notamment à ses prouesses à la tête de la commission électorale permanente de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Peu après sa nomination, le nouveau conseiller principal au collège politique et processus électoral au cabinet du président de la République a, à travers un tweet, renseigné que ce poste, il va devoir l'assumer avec responsabilité et dévouement. Il faut par ailleurs rappeler que Jacquemain Chabani, avant-gardiste qu'il est, avait également visité la société Congo Railway pour s'enquérir des nouvelles du projet de construction de 10 000 km de chemin de fer. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a institué une commission ad hoc sous l'égide de Madame la ministre du portefeuille, a travaillé. Pourquoi? Parce qu'il fallait vérifier plus particulièrement des contrats miniers, ceux liés au lithium, que cette commission qui a travaillé pour sauvegarder les intérêts de la République a décidé ce qui suit: le retrait du permis d'exploitation donné à AVZ. Ainsi, la vision du chef de l'État portée sur la chaîne des valeurs, sur la batterie électrique, peut voir le jour quand notre pays aura récupéré les carrés miniers qui ont été cédés pour rien à l'entreprise AVZ. M. Aligeti est passé à la télévision pour dire qu'une part sociale coûterait 10 millions de dollars. Pendant que, nous vous l'avons montré dans nos différentes émissions, la société AVZ a proposé en son temps à la société cominière une part pour 1 million de dollars. Je voudrais ici demander, vous la justice, vous qui faites le contrôle, demandez à M. Aligeti de vous produire les effets, de vous produire l'étude de faisabilité dont il a parlé dans son speech, qu'il nous montre où est-ce que AVZ a présenté noir sur blanc 10 millions pour une part sociale. Pourquoi M. Aligeti a dit ça? Vous n'allez pas le croire. L'idée derrière, c'est de combattre le président Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi? Parce que M. Aligeti, certains membres du cabinet du chef de l'État, l'entreprise AVZ, voudraient monter l'opinion contre le chef de l'État. Je voudrais ici interpeller l'UDPS, ainsi que tous les partis de l'Union sacrée et tous les partis favorables aux idées révolutionnaires de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, d'ouvrir l'œil le bon. Fiondu Doboni, vous êtes également membre de l'Union sacrée de la Nation avec votre parti Orange. La 9e conférence des gouverneurs de province, il y en a eu, il y a eu une première, une deuxième, une troisième. Finalement, quelle est l'opportunité de ces assises? Non, vous savez, dans celle-ci, le chef de l'État était clair là-dessus. C'était une rencontre de responsabilité, de responsabilisation. Le chef de l'État a dit d'une manière claire aux gouverneurs, il y a un projet qui existe et les gouverneurs doivent porter ces projets. Ils ont la responsabilité sur la matérialisation, les suivis et les contrôles de ces projets-là. Il les a responsabilisés. En dehors de 145 territoires, et vous devez savoir que les différentes provinces ont d'autres budgets qui devraient assurer le développement de leur ville également.
qui devraient assurer le développement de leur ville. Donc voilà pourquoi il était important que le chef de l'État le responsabilise. En fait, les gouverneurs sont des chefs d'État de province. La même responsabilité qu'a le chef de l'État au niveau national, c'est la responsabilité qu'a chaque gouverneur au niveau de sa province, c'est la responsabilité qu'a chaque bourgmestre au niveau de sa commune. Donc, est-ce qu'ils sont conscients voilà pourquoi il est important que chacun prenne sa responsabilité. Ce sont des entités décentralisées qui ont de personnalité juridique. Mais le président de la République avait quand même promis d'évaluer les gouverneurs 3 mois après. Les Congolais attendent. Bon, l'évaluation n'est toujours pas spectaculaire. Vous savez, la première session, c'était une session de stabilité des organes au niveau de province. Donc, dans son discours, il a commencé par saluer cette stabilité. N'oubliez pas qu'il y a quelques mois, nos provinces s'étaient déstabilisées. Il y avait toujours des problèmes, des motions à tout moment, et que les provinces n'étaient presque pas dirigées. Donc, il fallait stabiliser cette situation pour relancer les activités. Et voilà pourquoi le chef de l'État, dans son moment, a salué cette stabilisation. Maintenant, les choses vont se faire parce que l'évaluation n'est pas seulement une évaluation spectaculaire, mais aussi une évaluation journalière ou temporaire qui s'est fait de temps en temps. Et quel est le gouverneur qui vous a marqué dans sa vision? Je le dirai peut-être après. Jusqu'à présent, je ne dois pas jeter de fleurs à qui que ce soit parce qu'il y a tellement de défis et chaque province a des défis à relever. Et les défis sont en fonction de la vision de chaque gouverneur d'une part, et d'autre part, cette vision-là devra s'intégrer dans la vision globale. Est-ce qu'il y a même un seul qui vous a déjà séduit? Pardon? Il y a quand même un gouverneur qui vous a séduit, même si vous ne voulez pas nous dire? Bon, il y a quelques-uns qui font des efforts, on sent des efforts, mais il y a encore du travail à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Et j'ai suivi l'intervention du gouverneur dernièrement du Congo central, qui était une très bonne intervention par rapport à son plan, par rapport à son projet. Et ce qui m'a marqué beaucoup plus, c'était la vision à moyen et long terme sur la formation des étudiants ou des personnes qui finissent au Congo central, qui font des points assez remarquables. Et la province leur donne de bourses pour qu'ils aillent se faire former dans le développement des potentielles richesses qu'a la province pour qu'à leur retour, ils soient en mesure de développer cela. Donc, je considérais que c'était c'est quand même important. C'était important. C'est que c'est quelqu'un qui voit la ville, sa province, pas seulement aujourd'hui, mais il voit cette province en moyen à long terme. Ses prévoirs. A totalement géré ses prévoirs. Donc, il voit à moyen et long terme. Et là, j'avais apprécié cette façon de voir et de faire. Vous avez suivi la réaction de Maïs Tchibaou qui interpelle les autorités, les membres de l'Union sacrée, la nation, les membres du parti au pouvoir en ce qui concerne les minéraux de la République démocratique du Congo. Il parle d'un complot contre le président de la République, Félix Tshisekedi, avec la société AVZ. Comment réagissez-vous à ces propos? Bon, c'est une déclaration qui l'engage. Ça l'engage en tant que personne. Nous sommes dans un pays où le service des renseignements font leur travail, la justice fait leur travail. Du reste, à l'indépendance déjà que le Premier ministre, paix à son âme, Patrice Emery Lumumba, avait déjà dit qu'il y avait un complot sur le Congo. Donc le Congo déjà en tant que nation, en tant que pays, en tant que puissance potentielle du monde, économique, financière, militaire, tout ça, potentiellement, nous sommes toutes ces choses-là. Et il y a des adversités, il y a des ennemis. Donc quiconque, l'intérêt financier fait que quiconque s'érige comme un obstacle, il y a toutes ces forces qui travaillent pour éliminer l'obstacle. Et avec la vision, les orientations que le chef de l'État prend pour démasquer la question sécuritaire en RDC, pour récupérer tout le beefsteak que les uns et les autres avaient pour l'intérêt et le développement du Congo, ça peut arriver que les uns et les autres puissent avoir un regard négatif sur sa personne. Mais ce sont les affirmations qui l'engagent, mais le service des renseignements font leur travail et quiconque serait impliqué dans une situation pareille, la justice s'en chargera. Nous sommes à Manono, dans le Tanganyika, où la société AVZ avait quand même pris l'engagement de construire les écoles, les routes, mais malgré les 5% supplémentaires que la société obtient donc des parts lucidées par l'État congolais, on ne voit toujours pas ces réalisations, pas d'école, pas de route. Voilà n'est-ce pas là les pièges des richesses? Non, non, voilà pourquoi le chef de l'État
dans sa vision de réformes institutionnelles, de réformer les différents mécanismes institutionnels, il a mis en place ce qu'on appelle l'agence de pilotage, de coordination des contrats signés entre la RDC et le partenaire privé. Il a mis en place cette agence, pourquoi? Pour que cette dernière ait un regard direct sur ce genre de contrats. Parce qu'il y a des personnes, des contrats qui ont été signés, des personnes qui ont la responsabilité d'ériger ou de matérialiser les choses pour l'intérêt de la République. Mais ils ne le font pas. Il n'a jamais eu de suivi. Il n'a jamais eu de suivi. Il y a beaucoup de milliards. Oui, il y a beaucoup de contrats. Il y a plus de 4, 5 ou 6 milliards de dollars évalués dont la République devrait bénéficier. Mais ça ne se fait pas parce qu'il n'a jamais eu de suivi. Voilà pourquoi quand le chef de l'État, à l'Odja, il a rappelé qu'il a dit que Mboka est Koufa, c'est tout ça en fait. Il y a des décisions qui ont été prises. Il y a des actions qui ont été, des initiatives qui ont été prises, mais à cause de la corruption, à cause des détournements de biens de l'État, des intérêts de la population, les gens se sont enrichis. Alors, le chef de l'État, dans sa conception, a mis en place cette agence. Cette agence, aujourd'hui, est pilotée par des personnes compétentes. Est-ce que l'agence fait le travail comme il fallait le faire? Ça fait quelques mois, ça fait, je crois, 1 ou 2 mois, que les nominations ont été faites. Je salue en passant le pasteur, le maître Chembo, Freddy, qui est qui pilote cette agence et qui aujourd'hui est dans le sens de faire ce travail pour que les intérêts de la République reviennent. Le travail ne s'est fait pas encore sentir. Justement, ça fait 1 mois. Ça fait 1 mois. Ici, c'est pour dire que les problèmes peuvent être identifiés, mais le grand travail à faire, c'est de prendre des mesures pour qu'il y ait changement. Le chef de l'État a identifié les problèmes. Il a créé la réforme parce que le Premier ministre a promulgué les décrets-lois au mois de mars et les animateurs ont été mis en place avec une réforme profonde de la responsabilité de l'agence pour piloter ce genre de projet. Et maintenant, nous croyons que dans les jours qui viennent, toute la confusion qu'il y a autour de cette question va être levée parce que l'agence fera son travail. Nous sommes d'accord qu'il y a beaucoup de contrats qui ne bénéficient pas, qui sont au détriment de la population congolaise. Comment est-ce que nous pouvons expliquer cette situation? Les personnes qui ont contracté ces contrats au détriment de la RDC, comment est-ce que nous pouvons expliquer? Justement, voilà pourquoi je dis, voilà pourquoi l'agence... Parce que ce sont des Congolais, non? Ouais, voilà pourquoi l'agence existe. Vous savez, des fois, quand on est égoïste, le cœur de l'homme, dès le départ, il est mauvais. Quand tu es égoïste, on cherche à s'enrichir personnellement et qu'il n'y a pas un mécanisme, disposition juridique qui te bloque, tout le monde se permet. Mais ici, les dispositions juridiques ont été mises en place. L'agence a été mise en place avec des objectifs bien précis. Coordonner, piloter tous ces projets, veiller sur la part de la République et que cette part soit matérialisée comme il se doit. J'ai échangé avec... Le président de la République avait même parlé de 50%, 50%. Il y a toutes ces choses-là. Donc, maintenant, l'agence a cette grande responsabilité et comme elle est en train de prendre tous les éléments en main, et dès le début de l'année prochaine, ou février, parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec les coordonnateurs, donc je pense que beaucoup de choses vont se faire également dans ces secteurs-là, parce que le gouvernement ou le pays a perdu beaucoup d'argent, tout simplement parce que les personnes qui étaient là avant n'ont pas joué ces rôles, et que l'agence, à l'époque ce n'était pas une agence, c'était un secrétariat exécutif qui voyait que la coopération entre la RDC et la Chine. Maintenant, l'agence a été orientée dans le sens de piloter ces différents projets et voir de quelle manière récupérer les intérêts de la République. Et déjà, il m'a été signalé qu'un projet va commencer, on va vous annoncer de plus de 155 millions de dollars. Fio Dodoboni, comment est-ce que vous avez accueilli l'acquittement de Vidi Chimanga, ancien conseiller du président de la République? La justice fait son travail. Vous savez, le chef de l'État a responsabilisé la justice. Il a dit, c'est un secteur ce n'est pas son secteur. Ce n'est pas son secteur. L'indépendance de la justice et tout acte que la justice pose, il doit assumer toutes les responsabilités. Mais curieusement, il n'y a que le membre de l'Union sacrée qui bénéficie un peu de cette Moi, je n'ai aucun commentaire à faire. Je n'ai aucun commentaire à faire. Mais vous êtes quand même conscient qu'il n'y a que les membres de l'Union sacrée? Parce qu'il y a Jean-Marc Kaboun qui est jusqu'à ce jour en prison. Oui, mais il y a eu le ministre PPRD de l'enseignement
primaire qui était sorti avec 2 millions pour Congo-Brazzaville, il n'était pas Union Sacrée, c'était un ministre voilà, la justice fait son travail. Vous voulez parler de Willy Bakonga? La justice fait son travail et la justice va assumer sa responsabilité devant l'histoire. Vous comprenez? Ce n'est pas une question du chef de l'État ou du gouvernement. Donc, c'est une responsabilité. Vous, la personne de Fillon Dodoboni, vous avez confiance à cette justice? La justice, il y a encore beaucoup. Si le chef de l'État lui-même, sur la tribune de l'Assemblée nationale, le dit, il se plaint de la justice, donc il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de la justice. On est obligé de faire confiance à cette justice, bien que la justice... On a vu dans la haute juridiction du pays, sur un même sujet, 2 décisions contradictoires. Donc il y a un sérieux problème. Et voilà pourquoi le chef de l'État tape et martèle tous les jours là-dessus. Et il n'a pas des gants pour Mais c'est lui qui fait les castings. Peut-on dire que c'est un mauvais casting? Non, c'est pas lui qui fait. Il entérine ces castings qui est proposé par le Conseil supérieur de la magistrature. Il assume. Mais le problème, c'est que la fonction lui donne ces titres de juge suprême de la République. Oui, parce que quand on dit que c'est lui, c'est parce que c'est le dernier mot vient au président de la République. Oui, mais il ne connaît pas tout le monde. Il ne connaît pas tout le monde. Il connaît pas tout le monde. Il y a chacun à son niveau qui est censé faire son travail. Il y a un problème d'éthique collective également qui doit exister. Parce que je ne vois pas comment quelqu'un qui est fautif ou qui n'est pas fautif, tu le sanctionnes parce que tu as une influence lié soit au matériel ou quoi, c'est insensé. Parce que le problème d'intégrité, ce n'est pas un problème qu'on t'impose ou qu'on ne t'impose pas. C'est ta personne, en fait. Les problèmes d'intégrité, les problèmes d'honnêteté, les problèmes de valeur, c'est ta personne. En fait, moi, je ne connais pas en profondeur. Est-ce que les politiciens ont besoin des valeurs? Faire une politique sans valeur, c'est conduire toute une nation vers... une dérive. Parce que les valeurs sont des éléments importants qui doivent bâtir une nation, qui doivent bâtir une république. Et ces valeurs doivent être reflétées par les personnes qui sont censées assumer le leadership pour cette république. C'est un beau discours et nous espérons que vous tenez compte de valeurs en tant que politicien. Madame, Messieurs, à présent, prenons ces dossiers. Nous allons parler de ce congrès de Ensemble pour la République à Lubumbashi. Dès sa prise de parole, Moïse Katumbi dit sa gratitude envers son parti pour avoir validé sa candidature à la présidentielle de 2023. Il y a 2 jours, je vous ai fait part de ma volonté d'être candidat à la magistrature suprême. Vous avez dit oui. Je vous dis à toutes et à tous, merci. Moïse Katumbi a tenu à fixer l'opinion sur les raisons de son départ de l'Union sacrée. Sur base d'un cahier des charges, nous avons pris toute notre part dans la mise en œuvre de l'Union sacrée pour la nation. 2 ans après, le cahier des charges que nous avions déposé pour guider notre engagement mutuel n'a pas été respecté par nos partenaires. La mauvaise gouvernance, des détournements de deniers publics, des clientélismes, le népotisme, le tribalisme. C'est la raison pour laquelle nous quittons l'Union sacrée pour la nation. Katumbi est conscient de ses responsabilités et révèle comment il va en finir avec l'insécurité dans l'Est de la RDC. Pour en finir avec l'insécurité et l'instabilité qui plombe notre pays, il s'agit tout d'abord de doter la République démocratique du Congo d'une armée forte, bien équipée, bien payée et bien encadrée. Aujourd'hui, nous devons éviter de sous-traiter la défense de l'intégrité territoriale aux armées étrangères. Son autre cheval de bataille, c'est la lutte contre la pauvreté. Toutes mes forces, toutes nos ressources, nous devons les mobiliser pour chasser la pauvreté de notre pays. Moïse Katumbi rassure de
de respecter à la lettre les engagements auxquels il a souscrit et demande aux Congolais de l'y accompagner. Pour Francis Kalombo, le débat sur la congolité de Moïse Katumbi était clos depuis que le président Félix Tshisekedi lui avait remis son passeport congolais. Le président de la République, lorsqu'il devient président, puisque Moïse, c'est la politique, c'est la Kabylie, qui ne voulait pas renouveler son passeport. C'était ça le problème. Quand le président de la République arrive, il lui remet son passeport. Quelque part, il reconnaît que c'est un Congolais qu'on a abusé, qu'on a privé abusement de son passeport. Aujourd'hui, Moïse Katumbi est Congolais d'origine. Et il mérite d'être candidat à tous les niveaux. Et il le sera. Même chose pour Moïse Monidela. C'est un faux débat. La constitution est claire. Moïse, c'est un Congolais d'origine. L'escrire Moïse sur base de sa peau, parce qu'il est métis, et ça ne peut pas s'expliquer dans un pays qui se dit démocratique. Franck Diongo, alors aussi déclaré candidat à la présidentielle, dit être parti à Lubumbashi pour mener le combat ensemble. Le président Katumbi, qui a beaucoup contribué dans les combats du changement dans ce pays, dans l'opposition, a exprimé son ambition d'être candidat à la présidentielle de 2023. Je les encourage, je le félicite et je le remercie de nous avoir invités. Et je demande même, au regard de son combat, de sorte que son parti puisse valider sa candidature à l'élection présidentielle. Moïse Monidela, allié de ce parti depuis 10 ans, voit en Moïse Katumbi un rassembleur. Le président Moïse, c'est un rassembleur, c'est l'unité dans la diversité. Et Moïse Katumbi a un rendez-vous avec le peuple. Et il faut accompagner ces rendez-vous. Et surtout que c'est un homme qui a l'expérience et surtout qu'il a aussi l'expertise et aussi les moyens humains. Il en a. Il y a des gens de grande qualité parce qu'il y a un problème d'hommes dans ces pays. Ces acteurs politiques en appellent à l'organisation des élections réellement transparentes pour donner au pays des institutions fortes. Les M23 acceptent de se retirer de sa première position de Kibumba. Les responsables de ces groupes parlent d'un geste de bonne volonté résultant des recommandations issues du mini-sommet de Luanda en Angola le 23 novembre dernier. Rappelons que ces mini-sommets de Luanda, auquel a pris part le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, avait mis en place un calendrier exigeant un cessez-le-feu immédiat et avait surtout lancé un ultimatum demandant au M23 de quitter les zones sous occupation en RDC. Moïse Katumbi quitte finalement l'union sacrée de la nation. L'union sacrée n'a pas respecté le cahier des charges. Bon, c'est son droit le plus légitime de quitter. C'est un événement ordinaire qui s'est passé. Il lève l'option. Est-ce qu'il a déjà été là? Donc, oui, il était dans l'union sacrée. Oui, mais ses actions... On a même vu les membres de l'union sacrée ensemble pour la République être nommés ministres. En fait, je n'aimerais pas être dans ces débats que je considère pas trop d'intérêt pour la République et les actions qui sont en train de se mener pour l'instant. Ce n'est pas vraiment ce dont la population a besoin. La population a besoin de quoi? La population a besoin d'un concret, et c'est concret en train de se matérialiser pour l'instant. Et toutes les promesses qui ont été faites et qui sont en train de se faire par rapport à son dire, par rapport à son discours, par rapport à tout ce qu'il est en train de raconter au niveau de son concret, j'ai observé, j'ai regardé, j'ai souri en moi-même. Et pourquoi? Je souris parce que... Vous n'êtes pas convaincu ou c'est parce que vous êtes de l'Union sacrée non, ça que vous voyez en Katumbi ça n'a rien à voir avec l'Union sacrée, je sois dans l'Union sacrée ou pas. Et pourquoi d'abord, j'ai regardé l'environnement de personnes qui étaient là. La première chose qui m'a tiqué, j'ai constaté une instabilité. Ce sont des personnes, toutes, la majorité instables. Comme qui?
je ne cite pas les noms, vous n'avez qu'à regarder les images. Des personnes instables, des personnes qui étaient ici hier, qui sont allées là-bas. Elles ne sont qu'invitées à ce congrès pour participer. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je dis, c'est un constat que je fais. C'est-à-dire, c'est un ensemble de personnes qui sont habituées à une quelconque instabilité, qui sont à la recherche d'un bien-être personnel et individuel ou d'un groupe. Et ces gens-là se réunissent pour, encore une fois, arriver à atteindre leurs objectifs. Vous comprenez? Alors, il faut poser la question. Il y a eu une gestion à une certaine période. Quel a été le bilan de cette gestion? Quel a été le bilan de cette gestion? Il a bien dit 2 ans après, il quitte l'Union Sacrée. Non, je ne parle pas de l'Union Sacrée. Je parle de la situation antérieure. Le chef de l'État aujourd'hui qui pilote l'Union Sacrée assume ses responsabilités dans son travail. Et le 23, quand nous allons, en 2023, quand nous irons aux élections, il va assumer ses responsabilités. Aujourd'hui, la question d'insécurité, hier, a trouvé sa solution aujourd'hui. Des années et des années, personne ne savait identifier, faire la jonction entre le M23 et le Rwanda. Ça a été rendu clair à cause de la diplomatie agissante du chef de l'État. Aujourd'hui, la France, qui s'est cachée derrière je ne sais pas quoi, d'une manière claire, a condamné cette agression et a été même elle-même à la commande de la proposition. Nous allons parler de la situation dans l'Est du pays. Non, en fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les actions concrètes sur le bilan dont il fait allusion, il va être surpris quand il va se rendre compte que le travail concret existe. Déjà, il promet une armée forte une fois qu'il sera élu en 2023 président de la République. Vous avez peur de la candidature de Katumbi? Non, pas du tout. C'est un non-événement. Quelqu'un a déclaré, donc il n'y a aucune crainte là-dessus. Il est le bienvenu. Et le reste, c'est la procédure, les processus et tout le reste. Dans le couloir, les membres de Ensemble pour la République disent qu'ils ne vont pas endosser le bilan de Félix Tshisekedi. Mais d'un côté, il y a Moïse Katumbi qui vient quand même de reconnaître qu'il y a 2 ans qu'il était dans l'Union Sacrée de la Nation. Non, mais le problème, qui a peur d'endosser le bilan de Félix? S'ils ont peur, c'est leur affaire, c'est leur problème. Parce que le bilan aujourd'hui, si nous devons parler de bilan, si je vous mets à démontrer le bilan aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que le bilan, à ces jours, c'est un bilan qui va dans les sens positifs. Ce n'est pas un bilan négatif que le chef de l'État a aujourd'hui. C'est un bilan positif. Et il va assumer ce bilan. Mais à l'opposition, c'est vraiment un bilan négatif. C'est leur travail. C'est leur travail. C'est tout ce qu'ils sont. Ils vont continuer à dire parce qu'ils veulent préparer l'électorat 2023. Mais aujourd'hui, parce que ce n'est pas un jour du bilan, on va revenir pour les bilans, le chef de l'État a battu un travail. Il a commencé dans une situation complexe dans ces pays où tout était par terre, mais aujourd'hui, le pays est en train de se relever. Qui ne parle pas du Congo aujourd'hui? Aujourd'hui, les pays, même les agresseurs eux-mêmes sont en train de quitter le pays parce que le Congo est en train de se lever. Donc, nous considérons que cette situation, c'est un comportement normal des différents opposants. C'est tout à fait normal. Ils ont la liberté d'expression pour dire, faire toutes leurs déclarations. Mais les pays avancent. Le chef de l'État va assumer, il va présenter sa candidature et il va gagner les prochaines élections. Moïse Katumbi annonce son départ de l'Union Sacrée de la Nation. D'un coup, la question de la congolité revient sur la table. Est-ce votre stratégie pour en finir avec? Non, il n'y a aucune stratégie, c'est un problème réel. Vous savez que la question d'insécurité aujourd'hui, au sommet de l'État, c'est une question qu'on doit absolument vider. Vous savez que Gorbatchev, qui a travaillé sur la crise ou l'éclatement de l'URSS, c'était un plan stratégique mené par une certaine puissance de ces mondes, qui a fait que des années plus tard, c'est Gorbatchev qui était là à exécuter un projet. Donc nous ne voulons pas également dans notre pays, nous ayons des situations où des personnes qui vont être injectées pour que des années, on se retrouve que le pays est pris en otage. Donc il faut que les dispositions soient prises. Voilà pourquoi moi, personnellement, j'étais d'avis par rapport à cette loi. Elle est toujours à l'Assemblée. Finalement, c'est une loi qui est impersonnelle, mais qui sécurise le pays. Mais si quelqu'un est rassuré de sa nationalité, il ne doit pas avoir peur.
Et comment réagissez-vous alors aux propos de certains membres de Ensemble pour la République qui disent que les jours où Félix Tshisekedi a accepté de remettre le passeport à Moïse Katumbi, ces débats étaient déjà clos? Oui, tu peux avoir un passeport de nationalité congolaise. Est-ce que tous les Congolais qui ont des passeports français sont de père et de mère françaises? Non. Français, non. Tu peux avoir un passeport français, un passeport américain, mais ton père ou ta mère n'est pas d'origine, n'est pas originaire de ce pays. Le fait d'avoir le passeport ne te dit pas que tu as la capacité d'assumer une responsabilité au niveau le plus élevé. C'est-à-dire, un étranger aujourd'hui, on a des étrangers qui ont été des députés, un étranger aujourd'hui qui a la nationalité congolaise peut assumer des responsabilités jusqu'à un certain niveau. Mais il y a des responsabilités du genre au niveau de la présidence qui sont catégorisées. On ne peut pas accepter qu'une personne qui a une partie qui peut... On ne peut plus accepter parce que non, hier, ce n'était pas hier, ce n'était pas accepté. Mais ça a été réaccepté pendant une période de négociations, tout ça parce qu'il y avait déjà des plans d'infiltration dans ces secteurs-là. Maintenant, on veut revenir sur un verrouillage. La proposition de mon ami, que je salue, le docteur Noël Chani, porté par Singhi Pouloulou à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est une proposition qui a réellement sa place. Qui a réellement sa place. Mais il revient maintenant à l'Assemblée nationale d'assumer ses responsabilités. Ici, il n'est pas question de viser X, Y ou Z. Il est question de sécuriser l'État. Mais si quelqu'un, au fond de lui, sait que il a la totalité de sa notoriété, il n'a pas à s'inquiéter. Mais sinon, il va respecter ce que la loi lui demande. Mais aujourd'hui, il y a quand même des voix qui s'élèvent pour dire que parfois, il n'y a pas que ceux qui sont des pères et des mères qui peuvent apporter en plus. On a vu ceux qui ne sont pas des pères et des mères, mais quand même changer de choses dans ce pays. Non, mais changer de choses, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Quelle est la crainte si on a, une personne qui n'est pas des pères et des mères qui occupe une autre fonction? Tu peux être belge, français, ougandais, camerounais, faire des bonnes choses. Tu fais des affaires au Congo, tu amènes des investissements, tu poses de bons actes et tu développes ton secteur. Personne n'empêche qui que ce soit de faire. C'est comme les Congolais aujourd'hui qui ont des grandes entreprises en France, en Belgique, aux États-Unis, à Dubaï, qui posent des actes qui développent l'économie. Mais ce n'est pas pour autant, ces Congolais doivent se dire que ils s'élèvent un jour, on a un sénateur belge qui est d'origine congolaise, Mampaka, c'est un sénateur belge, un enfant du Congo, mais il est sénateur en Belgique. Mais on ne l'empêche pas de le faire, parce que la loi belge autorise justement à un certain niveau. Mais il ne va pas chercher un jour à devenir Premier ministre belge. Non, il ne deviendra pas, parce que la loi sécurise... Mais quelle est la crainte? Non, la crainte c'est quoi? C'est la gestion de la nation. Parce que c'est comme aujourd'hui, la personne qui gère le pays, c'est la personne qui a l'information de la nation, qui engage la nation. Maintenant, quand vous avez à la tête du pays la personne qui va se retrouver avec un doute, que j'aille à gauche ou à droite, c'est-à-dire il fragilise déjà le pays. Donc la personne doit avoir un 100% de rester au pays. Vous comprenez? Il ne doit pas avoir une pression. C'est vrai, la pression existerait toujours, mais il doit avoir un 100% pour lui de rester au pays. C'est un débat qui est normal. Voilà pourquoi les Américains, parce qu'ils n'ont pas cette réalité-là qui est le nôtre, si tu ne nais pas aux États-Unis, parce que le problème des Américains, c'est un problème d'appartenance au sol. Quelle que soit ta nationalité, que tu sois de père ou de mère, mais si tu n'es pas né aux États-Unis, tu ne seras jamais président des États-Unis. Vous comprenez? Donc, chaque nation a pris des dispositions pour sécuriser l'espace concernant la personne. Sécuriser son territoire. Donc, Madame, Messieurs, prenons à présent ce dossier. Nous allons parler de la situation dans la partie est de la République démocratique du Congo. À la Chambre basse du Parlement, Jean-Marc Châtaignier est à la tête d'une forte délégation de l'Union européenne. Les deux parties se sont rencontrés pour parler de l'actualité de l'heure en République démocratique du Congo. Il s'agit d'une rencontre d'une importance capitale entre le speaker de la Chambre basse du Parlement et cette délégation de l'Union européenne. Au cœur des échanges, des questions notamment liées au processus électoral et à la paix en RDC.
Nous avons été invités par le président de l'Assemblée nationale à le rencontrer, Union européenne et Norvège, pour faire un tour d'horizon des différents sujets d'actualité qui sont importants pour la République démocratique du Congo. Je crois que nous l'avons fait dans l'esprit habituel du partenariat qui nous caractérise. Nous avons évoqué avec Monsieur le Président tout ce qui est calendrier électoral, loi électorale, processus électoral, préparation des élections. Et nous avons rappelé à cette occasion le soutien que souhaite apporter l'Union européenne à l'appui de ce processus électoral, et nous avons pris note de toutes les indications que nous a données le président. Nous avons également évoqué, bien sûr, la situation tragique dans l'est de la RDC. Dans le couloir, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance à l'Union européenne. Je suis très content parce que je dois dire que depuis que je suis à la tête de l'Assemblée nationale, nous avons bénéficié d'une étroite collaboration avec tous les ambassadeurs de l'Union européenne. Ils nous ont assistés, conseillés dans certaines situations. Je fais allusion ici, par exemple, à l'examen et au vote de la loi électorale, à la mise en place de la commission électorale. En plus, je les ai félicités et remerciés pour le soutien que beaucoup de pays de l'Union européenne, membres des Nations Unies, ont apporté à la décision du Conseil de sécurité relative à la levée de la notification des obligations des actes. Notons par ailleurs que les ambassadeurs de l'Union européenne ont promis leur soutien au processus de paix en République démocratique du Congo afin que les élections se tiennent sur toute l'étendue de la RDC. Tel un coup de tonnerre pour plus d'un Congolais, le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de voter à l'unanimité la résolution qui met fin au régime de notification dans l'achat d'armes imposé depuis 2008 au gouvernement de la RDC. Bien sûr que l'on devra cette victoire à la mobilisation collective et patriotique assumée sous l'impulsion du chef de l'État Félix Tshisekedi, mais l'opinion tant nationale qu'internationale ne devra pas oublier non plus que du haut de la tribune du 26e congrès de l'Internationale socialiste, du 25 au 27 novembre en Espagne, le chef du parti au pouvoir, Augustin Kabouya Chilumba, dit mon abouté du chef de l'État, avait, à travers son grand oral au nom de l'UDPS, non seulement dénoncé l'injustice dans cette procédure imposée à la République par les Nations Unies, mais également avait-il plaidé pour sa levée immédiate. Pendant ces temps, notre pays est empêché de se défendre contre ses agresseurs. Un régime de notification, achat d'armes, nous est imposé par les Nations Unies qui en même temps reconnaissent que les mouvements terroristes du M23 soutenus par le Rwanda disposent des armes plus sophistiquées que celles détenues par la mission de paix des Nations Unies en République démocratique du Congo, la MONUSCO en sigle. Pour les peuples congolais, cette obligation de notification imposée à notre pays n'est qu'un embargo qui ne dit pas son nom. C'est ainsi que, du haut de cette tribune, l'Union pour la démocratie et le progrès social en appelle davantage à un élan de solidarité de la grande famille socialiste réunie au 26e congrès ici à Madrid, afin d'exiger au gouvernement rwandais de retirer ses troupes du M23 du territoire congolais et d'obtenir la cessation de l'agression de notre pays par son armée, d'apporter un soutien diplomatique au combat de son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo et l'ensemble de son gouvernement dans la lutte qu'il mène pour l'instauration d'une paix durable, non seulement dans les pays, mais aussi dans la sous-région des Grands Lacs. 4. De solliciter auprès des Nations Unies la levée immédiate du régime de notification d'achat d'armes imposé à notre pays. Thank you very much, Comrade Kabouya. En effet, il est maintenant bien clair que la levée de la mesure de notification d'achat d'armes et matériel militaire imposé injustement à la RDC par l'ONU est le résultat des plaidoyers du leadership exemplaire et de la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi, mise à musique, voire sur le plan international, par sa famille politique UDPS.
Les Amis de la Nature et des Jardins, SOS Kinshasa, Fondation El Shaddai, Eden et tant d'autres organisations environnementales avaient répondu positivement à cette première rencontre pour l'amour du Congo, initiative de Joseph Ngoy Wangoy, consistant à l'embellissement de l'espace La Pleureuse à l'esplanade de la Cour de cassation. Donc la raison de notre présence, c'est beaucoup plus un soutien, apporter un soutien et puis essayer de lever haut les cris de la femme à l'est du pays. Les plantes, ce sont les fleuristes qui ont donné. Pour dire qu'ensemble, unis, quand nous regardons dans la même direction, nous allons réellement changer ce pays. Pour Jean Mangalibi, le choix du lieu pour ce premier rendez-vous est à la fois symbolique et interpellateur. Si on a choisi cet endroit, ce n'est pas un hasard, car seule la justice élève une nation. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe dans notre pays. On est en train de vivre l'injustice ou l'indifférence de la communauté internationale. En sachant que si à l'interne, il y a des problèmes aussi face à la justice. Donc si on est là, c'est juste pour interpeller tout le monde. Que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international. On a vu Kamanya Sapu, aujourd'hui c'est de la Maïndombe et Bakongo. Tout ça, ça doit s'arrêter. Pour sa part, Joseph Ngoy Wangoy, initiateur de l'activité, estime qu'en décorant ce lieu, c'est une façon d'essuyer les larmes de la femme congolaise qui n'a que trop pleuré. Alors c'est vraiment un grand signe de reconnaissance envers cette maman. On est là pour essuyer quand même ses larmes, elle a beaucoup pleuré. On est là pour essuyer ses larmes, au moins en décorant cet endroit ici. Dans la foulée, Joseph Ngoy Wangoy a annoncé la sortie officielle de l'ASBL pour le 28 décembre prochain. Fioun Dodoboni, à qui l'on devra cette victoire diplomatique après le vote par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution qui met fin au régime de notification d'achat d'armes par la République démocratique. Bon, le chef de l'État a dit qu'il avait deux actions qu'il menait, diplomatiques et des actions également de terrain, militaires. Donc, aujourd'hui, il est clair. Il est vrai que chacun, dans son management général, a joué son rôle. Mais le chef de tout ça, le leader par excellence, c'est le chef de l'État qui a implémenté un concept, une façon de faire et d'agir. Et aujourd'hui, il est clair que des années, nous étions sous embargo et ses actions, sa déclaration sous la tribune des Nations Unies et les différentes actions, plaidoyers qu'il a fait par-ci par-là ont apporté ces résultats. Martin Fayoulou, ouais. A-t-il raison de l'attribuer à l'éveil et à la mobilisation populaire? Bon, il y a eu des mobilisations populaires des années dans ces pays. Ce n'est pas la diplomatie, mais c'est l'éveil et la mobilisation populaire. Vous savez, ne pas reconnaître le mérite d'une personne, ça fait partie d'une faiblesse. Ça fait partie d'une faiblesse. C'est-à-dire, quand on ne sait plus reconnaître que le bien de ses côtés, où je félicite le bien, ça fait partie d'une faiblesse humaine. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je ne veux pas m'attarder sur ces dossiers-là, sur ces débats, mais même lui-même, au fond de son cœur, il sait que ce qu'il dit est contraire à la réalité. Mais il devra le dire pour créer son show. Vous comprenez? Il est en train de créer son show pour essayer de réduire. Mais ça n'a aucun impact sur l'action qui a été menée. Ça n'a aucun impact. Tout le monde a entendu et a suivi la manière dont le chef de l'État s'est investi pour régler cette question de la sécurité à l'Est. Il a mis en place un plan. Il fallait identifier les problèmes, il fallait identifier la source, il fallait identifier tous ces problèmes. Et aujourd'hui, nous avons déjà les résultats. Avant cette décision du Conseil de sécurité... Et voilà pourquoi nous saluons et nous le félicitons pour ça. Avant cette décision du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons quand même vu une délégation qui était venue ici en République démocratique du Congo et affirmé que non, la RDC n'était pas sous embargo, la RDC pouvait acheter les armes. Aujourd'hui, officiellement, on a eu la décision du Conseil des Nations Unies. Comment est-ce que vous pouvez interpréter ce qui a été dit avant? Vous savez... Parce que la pression a été très grande sur la communauté internationale. Je vais te raconter une histoire, mais ça va être une histoire biblique, en quelques mots. Allez-y. L'apôtre Paul se retrouve
après l'accident qu'il a eu dans le bateau, il se retrouve au niveau de l'île de Malte. Il retrouve les gens en train d'allumer le feu. Et ce feu-là leur faisait du bien parce qu'il faisait froid. Mais quand il est arrivé, la Bible nous dit qu'il a attissé le feu, c'est-à-dire il a accentué la force du feu. Et de ce feu-là est sorti un serpent. Un serpent qui était là, qui faisait du mal, mais qui était caché. Mais la pression, l'intensité du feu que l'apôtre Paul avait apporté a fait que ce vipère, ce serpent qui était caché là, dans sa zone de confort, est sorti. Cela veut pour dire quoi? Cela pour dire que ces gens-là étaient dans leur zone de confort. Ils se disaient que personne ne va nous embêter dans notre zone de confort. Mais le leadership du chef de l'État a fait la pression, a fait les choses différemment. Ce qui a fait que leurs intentions cachées est sortie. Vous avez vu la sortie médiatique de la ministre des Affaires étrangères quand il a dénoncé le bateau qui venait en RDC et ce bateau qui a été détourné. Il a crié tout haut les choses qu'il ne se disait pas. Mais tout ça, c'est le coaching de qui? C'est le coaching du chef de l'État. Et aujourd'hui, on a le résultat parce que le feu a été intensifié d'une manière telle que même la France, qui soutenait le Rwanda. Et aujourd'hui, on a quand même on connaît tous ces pays qui soutiennent le Rwanda. Oui, qu'on pouvait mais pas ils citer étaient hier. obligés de déclarer officiellement. Hier, c'était impossible. Mais aujourd'hui, il y a même le M23 qui se sont retirés des Kibumba, qui ont déjà commencé à se parce retirer. qu'ils ne pourront plus. La levée déjà de cet embargo-là fait que la RDC, nous ne sommes pas une petite nation. La MONUSCO avait dit qu'elle n'avait pas d'armes pour des Mais matériels tout ça, comme le M23. ça fait partie des éléments de zone de confort. Il y avait tout un monde qui s'était créé en termes d'affaires, en termes de fraternité, d'amitié, d'enrichissement. Il y avait tout un monde qui s'était créé. Mais le chef de l'État, en tant que visionnaire, a décelé, il a posé des actes précis et voilà. Les M23 commencent déjà à se retirer. Quel devait être maintenant le comportement de la RDC pour se rassurer que la paix est restaurée dans Non, mais je crois qu'il y a un travail qui est déjà commencé. Le chef de l'État est allé à la base de Kitona pour réarmer le moral de plus de 10 000 hommes qui sont engagés, déterminés. Et la jeunesse est en train de s'engager. Et cette jeunesse qui a décidé de servir sous le drapeau. C'est la transformation réelle de notre armée. Le chef de l'État a pris l'engagement de s'occuper personnellement de son armée et de famille de ceux qui s'engagent de l'autre côté. Donc c'est pour dire qu'il y a une détermination, il y a un engagement qui va nous remettre dans notre fierté nationale d'appartenir à un pays, à une nation forte et puissante au cœur de l'Afrique. Madame, Messieurs, déjà en route pour les élections de 2023, selon la Constitution de la République démocratique du Congo, les opérations d'enrôlement ont commencé ce 24, comme promis par la Commission électorale nationale indépendante. C'est le président de la CENI, Denis Kadima, qui a donné les go de cette opération à la TENI de la Gombe. Comme dans les autres provinces, il y a les go qui ont été donnés. Mais à Kinshasa, c'est le président de la centrale électorale qui a donné les go. Donc, vous pouvez déjà vous rendre pour vous faire enrôler dans les différents bureaux qui sont déjà ouverts depuis ce 24. On parle également des élections dans ce dossier. Son Excellence, Monsieur le Président Denis Kadima, nous a mandaté ici pour discuter, pour avoir des échanges avec les responsables de l'Église, nos pères spirituels, par rapport à la question de la sensibilisation sur l'enrôlement des électeurs, d'abord, mais également sur tout le processus électoral. Vous savez que notre pays organise les élections générales l'année prochaine, en 2023, mais l'enrôlement reste un des facteurs clés pour la réussite de cet exercice. Nous sommes très heureux des échanges que nous venons d'avoir avec son Excellence Monseigneur, qui vient de nous rassurer, encore une fois, que l'Église catholique est prête à nous accompagner, comme toujours. L'Église est prête pour que la paix, pour que ces élections aboutissent à la paix et que les élections soient transparentes, qu'elles soient inclusives. Monseigneur a insisté sur l'inclusivité et ça, nous prenons bonne note
Et nous pensons que nous venons d'avoir une très très bonne réunion et que la sensibilisation sera faite avec l'aide de l'Église catholique. L'enjeu majeur pour le moment, c'est la sensibilisation. C'est pour cela que le deuxième vice-président de la CENI est venu nous voir. Et nous nous engageons à sensibiliser la population. C'était pour nous l'occasion de lui rappeler qu'il a raison, mais on doit vraiment savoir soigner le contenu de la sensibilisation aujourd'hui, parce que la réalité est que le peuple congolais, une bonne partie du peuple congolais n'a plus confiance au processus électoral par rapport aux expériences des années passées. Maintenant, inviter ce peuple, cette population aux élections, il faut lui donner des raisons de croire que ça sera différent par rapport aux élections passées. Du côté de la CENI comme du côté de la société civile. Du côté de la CENI, il y a beaucoup de choses qui ont été prises en compte dans le nouveau processus qu'il faudrait rappeler, notamment l'engagement de la CENI, d'ailleurs c'est légal, à publier les résultats bureau de vote par bureau de vote au niveau des centres de vote, au niveau des centres de compilation, au niveau central. Ça peut rassurer le peuple congolais qui se rend compte que ça ne sera pas comme le fois passé. Et de notre côté, la société civile, nous devons aussi aider la population à comprendre qu'il n'a pas peur de revivre ce qu'il a vécu la fois passée, parce qu'il suffit qu'il prenne conscience que c'est lui le peuple souverain qui est au-dessus même de la Cour constitutionnelle, être déterminé à aller voter et à protéger son vote, c'est possible. C'était une visite au vice-premier ministre, parce que n'oubliez pas que le processus électoral ne se limite pas à la RDC. Il y a aussi 5 pays en Europe et en Amérique et en Afrique qui ont été désignés, notamment l'Afrique du Sud, la Belgique, le Canada, les États-Unis et la France. Et pour enrôler et permettre les Congolais de ces pays de participer au processus, il est impossible que nous le fassions sans l'apport du ministère des Affaires étrangères. Alors je suis venu voir le vice-premier ministre pour discuter de tous les détails, parce qu'en fait c'est un travail qu'on fait déjà avec ses équipes et nos équipes. Il fallait faire un peu le point pour savoir où nous en sommes et quels sont les boulots d'étranglement, de telle façon que quand ce processus va commencer, l'enrôlement proprement dit, quand il va commencer dans un mois, que tout soit au beau fixe. C'était donc ça, on a fait le point, on a discuté en long et en large, et je pense qu'on a fait beaucoup de progrès. Demain, nous commençons à l'ouest du pays, il y a 10 provinces. Après un mois, on va au centre et au sud. Et puis après cela, ça sera la zone est. Donc ça, on a toujours fait, donc on est en train de former les gens, on est en train de déployer le matériel. Et voilà, donc ça va aller par étapes jusqu'à ce qu'on termine. Pendant qu'on fait cela, concomitamment, on inscrit aussi les Congolais vivant à l'étranger dans les pays que j'ai cités. Enfin, les opérations d'enrôlement ont commencé à travers les provinces de l'ère opérationnelle 1 identifiées par la Commission électorale nationale indépendante. Mais malgré les débuts de ces opérations, il y a toujours des personnes qui mettent un peu les doutes en ce qui concerne les élections de 2023. Bon, il y a toujours des personnes qui doutent. Hein. Quand Christ est ressuscité, il y a des personnes qui doutaient. Mais ça n'a pas empêché à Christ d'être ressuscité, 3 jours de ressuscité, de monter au ciel, de siéger à la droite de Dieu le Père. Donc ça n'a pas empêché. Il y en aura toujours. Pareto part du rapport 20-80. S'il y a 80 personnes qui sont d'accord, il y aura toujours 20% qui ne seront jamais d'accord. Donc tant que cet équilibre mondial existe, les mondes avancent. Donc ceux qui ne croient pas, qui doutent, resteront dans leurs doutes. Ils vont constater qu'en 2023, il y aura les élections. Les personnes élues vont être installées. Les choses vont avancer. Et si en 2023, il n'y a pas d'élection? Il y en aura. Parce que nous sommes dans un calendrier, dans un processus, il y a un cycle, le cycle est en train de fonctionner. Ceux qui sont censés organiser, organisent. Ceux qui sont censés financer, financent. Ceux qui sont censés faire la pression, font leur pression. Donc, le cycle est là. Et moi, j'en profite pour demander
à tous les membres du Parti Orange, tous les militants, tout le monde, toute la population congolaise, Kinshasa, Inongo, Kuboko, Bolobo, Yumbi, Lukolela, Mbandaka, Gemena, partout, à l'est, à l'ouest, au centre, d'aller se faire enrôler. Se faire enrôler pour que nous puissions avoir, chacun ce qui le concerne, puisse avoir son électorat et que nous puissions révolutionner la classe politique. Nous aurons des personnes qui sont réellement élues parce que nous allons avoir de très bonnes élections. Moïse Katumbi, déjà candidat aux prochaines élections à la présidentielle de 2023. Vous allez soutenir qui à la présidentielle? À la présidentielle, le Parti Orange s'est déjà prononcé. Nous allons soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Vous n'avez pas peur de Jean-Marc Kabound, vous n'avez pas peur de Matata Mpogno, vous n'avez pas peur de Joseph Kabila qui va aussi les problèmes. Moïse Katumbi. Enfin, je n'aimerais pas citer les noms, mais quand vous parlez de monsieur, l'ancien gouverneur du Katanga, quel exemple, quel modèle de gestion qu'il a. Le modèle de gestion. Le modèle de gestion. Il est avec sa population, le modèle par rapport au respect de l'humain. Il s'approprie de tout au Katanga. Ah, comment ça? Il s'approprie de tout. Il ne laisse même pas les autres avoir de miettes. Il s'approprie de tout. Tout ça, c'est parce qu'il a quitté l'Union Sacrée de la Nation. Non, c'est pas pour ça. Vous voulez l'enterrer? Non, on ne l'enterre pas. On l'enterre pas. Il faut éviter. Parce qu'il s'est mis à donner les raisons pour lesquelles il a quitté l'Union Sacrée. Ce n'est pas mon habitude. Je n'ai pas cette habitude-là de venir parler d'hommes. Parce que je pense que parler des personnes, c'est me rabaisser. Je parle beaucoup plus de faits, des institutions ou des idées. Je ne peux pas passer mon temps à parler de sa personne. Je ne le ferai pas. Mais du moins, je définis le fait dans le sens que c'est un mauvais gestionnaire. C'est un mauvais gestionnaire. Moïse Katumbi était un mauvais gestionnaire. L'ancien gouverneur, c'est un très mauvais gestionnaire. Moi, aujourd'hui, si ce n'est pas un modèle de gestion, ce n'est pas un modèle politique, ce n'est pas un modèle de management aujourd'hui. C'est un homme d'affaires, qu'il reste dans ses affaires, il s'épanouira mieux. Et les affaires qui ont été bâties sur des fondements, d'une manière générale, de l'absence de l'intégrité. Vous comprenez? Ah, ça c'est Moïse Katumbi. Je parle de l'ancien gouverneur du Katanga, que vous connaissez. Si vous y parlez, vous considérez que c'est lui, c'est lui. Ce n'est pas un modèle de gestion aujourd'hui. Allez faire les sondages même au Katanga. Regardez le niveau de pauvreté qu'il y avait au Katanga. Mais sa force... Mais il promet quand même de lutter contre la pauvreté une fois à la tête de la RDC. Regarde les personnes qui travaillent autour de lui. Sa force, c'est avoir une bonne communication. Soigner son image. Là, c'est une force pour lui. Tu sais, la Bible nous enseigne beaucoup de choses. Quoi, par exemple? La Bible nous dit, si tu veux connaître une personne, il faut regarder la gestion de sa famille. C'est comme ça que tu auras un bon jugement sur la personne. Allez faire allez analyser sa personne autour de lui. Regardez ceux qui travaillent avec lui, le respect, la considération qu'il leur accorde. Donc, je ne veux pas passer le temps là-dessus. Il a fait, nous sommes en démocratie, tout le monde est libre de se prononcer, de se déclarer. Je ne veux pas me déchaîner sur cette question, mais je dis qu'aujourd'hui, allez faire les sondages même au Katanga, mais ce n'est pas un modèle de gestion pour tout. Mais il peut oser avec ses ambitions. Denis Kadima, aujourd'hui... Une autre personne dont vous avez fait allusion, ancien Premier ministre, il a un dossier brûlant. Mais lui, il est intelligent dans le sens qu'il a mis en place un système de détournement intelligent. Ah, donc, lui, c'est un bon concepteur, c'est un homme très intelligent. Et quel est ce système-là qu'il a mis en place? Lui-même, il connaît. On constate, c'est-à-dire qu'il n'a aucune traçabilité. Mais du moins, il y a des dossiers dont la justice est en train de s'en charger. Donc, aujourd'hui, si nous soutenons la personne de Félix Tshisekedi, chef de l'État, c'est tout simplement parce que nous considérons dans l'environnement actuel, dans la sphère actuelle, c'est la personne qui est en train de mettre le Congo sur la voie qu'il faut. Et nous souhaitons qu'il puisse achever ce qu'il est en train de faire. Et en 2028, tous ceux qui auront les ambitions pourront revenir encore et on identifiera la bonne personne qui pourra continuer. Donc, et vous serez aussi candidat? En 2028. En 2023 d'abord. En 2023, je me suis déjà prononcé, le parti s'est prononcé, on va aligner des candidats à tous les niveaux, au niveau national, au niveau provincial, au niveau local.
Mais au niveau présidentiel, nous allons soutenir le chef de l'État, Félix Antoine. C'est complètement fini. Et moi, je serai quelque part. Le parti se prononcera également, certainement au niveau national. C'est fini pour ce rendez-vous, mais une dernière question. Nous savons tous comment s'est passée l'élection de Denis Kadima. Il y avait des voix qui n'étaient pas d'accord, notamment les CC et la SENCO, mais nous voyons aujourd'hui, avec ce processus lancé, la Commission électorale nationale indépendante bénéficie de l'accompagnement de l'ECC et de la SENCO. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons faire confiance à l'équipe Kadima pour des élections transparentes? Oui, évidemment, l'équipe Kadima est déterminée à faire de très bonnes élections. Voilà pourquoi nous disons la chose la plus importante, c'est la détermination. Et si tout le monde s'était laissé distraire par les comportements, les soins de l'Église et tout ça, où allons-nous être aujourd'hui? Qui allait assumer la responsabilité aujourd'hui qu'il n'y ait pas une commission électorale indépendante? On allait tirer auprès de qui? Tout ça, ça allait encore être la pression. Les chefs de l'État n'avaient pas organisé des élections. Donc, à un certain moment, il faut assumer ses responsabilités. L'Assemblée nationale a assumé ses responsabilités. Le chef de l'État a assumé ses responsabilités. Et chaque personne a assumé. Les églises qui avaient soutenu Kadima ont assumé leurs responsabilités. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte. Bon, c'est une façon indirecte de dire nous étions dans l'erreur, nous sommes revenus sur la bonne direction, allons ensemble. C'est ça également être un homme fort, c'est ça également être un bon leader, reconnaître ses erreurs et prendre l'option d'avancer. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez oublié de dire quelque chose à cette population et surtout que c'est la dernière émission de l'année 2022 Info 7? Mais veux le meilleur à l'ensemble de notre peuple et aussi un rappel, toujours, nous rappeler quelle est notre identité. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple, nous n'avons pas une identité de la faiblesse. Nous sommes un peuple fort, grand et puissant. Chacun où il est, quelle que soit la situation de faiblesse dans laquelle il se retrouve, il doit toujours se dire qu'il fait partie d'une race, d'une population forte, grande et puissante, d'une nation grande, forte et puissante qui est la RDC. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a mis au cœur de l'Afrique, avec intention, possibilité de développer notre rayonnement pour matérialiser notre leadership en tant que nation. Voilà pourquoi tous ensemble, nous devons nous focaliser pour l'intérêt de la République, continuer à bâtir notre nation sous le leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Que Dieu nous bénisse, joyeux Noël et bonne fête de fin d'année à chacun. Merci beaucoup, Fio Dodoboni. Je rappelle que vous êtes président du parti politique Orange, le parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Vous êtes également le président de l'Ordre des architectes de la République démocratique du Congo, mais vous êtes également serviteur de Dieu. Hein? Je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, et je crois en Jésus-Christ. Il est mon Seigneur, il est mon maître. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Meilleurs vœux à vous. Merci, pareil. Merci à vous. Merci beaucoup à vous, madame, messieurs. Aujourd'hui, dimanche 25 décembre 2022, une dernière production de Info 7 pour l'année. Merci d'avoir marché, cheminé avec Congo Web Télévision, avec votre magazine tout au long de cette année. Merci beaucoup à tous ces invités qui sont passés sur notre plateau, qui ont répondu à nos questions et surtout, merci de continuer à nous faire confiance. 25 décembre 2022, une date qui m'a vu naître, donc joyeux anniversaire à moi-même et surtout joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui sont nées ce 25 décembre. Meilleurs vœux à vous et continuez à faire confiance à Congo Web Télévision. On se retrouve en 2023 pour un nouveau numéro de votre magazine Info 7. Au revoir.